Mesdames, Messieurs, bonjour. Dans le menu de ce trésor au Bénin, les trésors royaux ramenés de la France ont reçu la visite des directeurs généraux, d'offices d'État et des chefs des entreprises privées. Ces derniers ont été conviés par le ministre de l'Économie et des Finances et son collègue de la Culture, du Tourisme et des Arts pour admirer ses œuvres. Vous verrez les images dans un instant. Ensuite, dormi à la belle étoile dans les grandes villes est leur spécialité. Les conducteurs de taxi, moto, vous les voyez dormir sur leur engin après une journée bien remplie, une nuit avec les émigrants à Cotonou. Réalité, risque, explication à suivre dans ce trésor au Bénin. Et pour finir, nous allons pousser notre curiosité dans nos savoirs endogènes pour voir comment on traite les cas de fracture suite à un accident ou bien d'autres incidents. Dans la commune de Zakota, à Tenji, un savoir-faire endogène légué par les aïeux à leur descendance existe et permet d'obtenir des résultats satisfaisants. Mesdames, Messieurs, c'était le sommaire de ce 13h au Bénin. À nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. L'exposition Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui se poursuit au palais de la présidence de la République. Hier mercredi, les trésors royaux ramenés de la France ont reçu la visite des directeurs généraux d'office d'État et des chefs d'entreprise privés. Et ces derniers ont été conviés par le ministre de l'Économie et des Finances et son collègue de la Culture, du Tourisme et des Arts pour admirer ses œuvres. Voici les faits avec Narcisse Alossé, mon fils de Sabouran. Des responsables d'entreprise au contact des trésors royaux, l'instant d'une mi-journée, celle du mercredi 11 mai 2022. Ils sont venus revisiter l'histoire du Bénin à travers les 26 œuvres ramenées de la France. Une visite spéciale dont le ministre de la Culture, du Tourisme et des Arts est le guide de circonstance. Puisque nous avons la volonté de développer dans notre pays les industries culturelles et créatives. Pendant près d'une heure, ces directeurs généraux d'office d'État et des chefs d'entreprise privés ont pu admirer les symboles de cette industrie culturelle que l'actuel régime entend créer. Exemple de ces deux portes des palais royaux de Danjomé. Ce sont évidemment les portes des palais des eaux éclairées dans lesquelles résidait le roi Béanzé. Ces touristes de circonstance ont ensuite eu droit des explications sur les statuettes qui symbolisaient les rois, leur trône et bien d'autres objets restitués par l'ancienne métropole du Bénin. Et derrière, les visages cachent à peine des sentiments d'émotion. Très émouvant. C'était très beau. Le mot beau n'est pas assez. Il y a beaucoup de pays qui veulent un moment de culture comme ça. Donc aujourd'hui est très très spécial pour moi. Parce que lorsque on vous retrace l'historique en tant que Béninois, lorsqu'on vous retrace l'historique de votre, de votre pays, ça vous fait quand même donne la chair de poule. Donc vraiment d'abord c'est l'émotion et puis c'est aussi la fierté de revoir ces œuvres. Certains parmi eux ont su immortaliser ces instants. Après ces trésors royaux exposés ici à la salle du peuple, direction la salle des fêtes beaucoup plus éclairée. Ici, 106 œuvres des artistes contemporains y sont exposées. Une occasion saisie par les responsables d'entreprise pour apprécier le talent des créateurs d'œuvres de leur temps. Merci infiniment à vous qui représentez la réussite et qui représentez la richesse de notre pays. Monsieur le ministre d'État. Si nous vous avons invité, c'est vraiment pour vous dire merci. Merci parce que ce que vous avez vu là, ça a été fait grâce au budget de l'État. Et le budget de l'État, c'est qui? C'est vous. C'est vos contributions. Donc déjà, vraiment, le premier message, c'est vous dire merci. C'est votre sens du respect de la loi, du civisme fiscal, qui fait que chaque jour, nous arrivons à tenir nos engagements, nous arrivons à faire nos projets, à financer notre économie. Tout comme bien d'autres curieux qui ont défilé par ici, ces acteurs du monde des affaires ont ainsi participé à l'exposition Art du Bénin d'hier à aujourd'hui, de la restitution à la révélation. Un événement commencé depuis le 20 février dernier et qui prend fin à la date du 22 de ce mois de mai. Et puis dans la suite de ce trésor au Bénin, l'homme est-il obligé de participer aux charges du foyer? C'est une préoccupation importante dans le couple. Nous aurons les avis de différents concitoyens sur le sujet. Reportage.
La femme et l'homme sont appelés à un moment donné de la vie à se mettre ensemble pour fonder une famille. Il est d'ailleurs ainsi depuis la genèse du monde. Bien évidemment, qui dit famille dit foyer. Un foyer qui nécessite beaucoup de responsabilités et de charges, les unes aussi importantes que les autres. Les charges du ménage, c'est tout ce qui est nécessaire aux besoins de la famille. Il y a le logement, il faut payer l'électricité, il faut payer l'eau, il faut nourrir la famille. Il y a également la scolarité des enfants qu'il faut payer. Il y a les vêtements, il y a les loisirs. Dans le contexte africain et particulièrement au Bénin, les responsabilités conjugales sont souvent dissociées. La femme s'occupe du ménage et l'homme se charge de tous les besoins financiers ou presque. Qu'ils soient importants ou non, il revient dans la plupart des cas à l'homme de les assumer. Bien de charges qui pèsent sur les épaules de ce dernier et qui amènent certains à se poser des questions quant à la part de la femme dans les dépenses liées à la vie conjugale. Ce n'est pas une obligation, mais puisque la femme et l'homme forment un, ils doivent s'aider dans cet amour-là. Si la femme a quelque chose, elle apporte et les deux mettent ça ensemble dans le but de toujours subvenir aux charges du ménage. Si le fondement du couple est basé sur Jésus-Christ de Nazareth, le problème de l'homme, c'est le problème de la femme. Et le problème de la femme, c'est le problème de l'homme. L'homme regarde sa femme à travers les lunettes de Dieu, de Jésus-Christ, et la femme aussi regarde son mari à travers les lunettes spirituelles de Jésus-Christ. Les deux sont déjà un. Et si la femme n'a même rien, le mari prend tout en charge. Ce n'est pas son argent que tu vas encore convoiter. Elle est en train de faire économie. Donne-moi. Non, 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 non. Si l'on est d'accord que la majorité des charges du foyer reviennent à l'homme, il y a des gens qui pensent par contre que la contribution de la femme ne fera que renforcer les liens du ménage et le mettre à l'abri du besoin. Elle pourrait également donner une valeur ajoutée à la femme et la préparer à s'occuper toute seule du foyer en cas de situation difficile. La femme doit travailler, l'homme aussi doit travailler et ensemble, on avance. Si quelque chose arrive à l'homme, la femme doit savoir que les charges, tout lui revient. Sur ce sujet, les opinions sont divergentes, les unes aussi intéressantes que les autres. Mais que dit la loi en la matière? Quand vous prenez le Code des personnes de la famille, en cette disposition, l'article 155, il est disposé que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, ils pourvoient l'éducation des enfants et préparent leur avenir. L'article 159, il est stipulé que nonobstant toute convention contraire, les époux contribuent aux charges du ménage à proportion de leurs facultés respectives. Chacun des époux s'acquitte de sa contribution par prélèvement sur les ressources dont il a l'administration et la jouissance et ou par son activité au foyer. Les deux époux participent aux charges du ménage au prorata de leurs revenus. Mais lorsque la femme ne fait rien du tout, elle est ménagère, elle participe également par le travail qu'elle fait à la maison. S'occuper de la maison, balayer, s'occuper de son mari, faire à manger aux enfants. Les charges du ménage font aussi appel au type de mariage. Sont concernés par cette prescription de la loi les couples légalement mariés ou les familles de fait. Quant aux familles monoparentales, on parlera d'obligation alimentaire. Si la loi fait obligation à la femme de participer aux charges du foyer, qu'en est-il donc de la participation de l'homme aux tâches ménagères? Je vous l'annonçais en titre, le rôle est capital dans la mobilité humaine, surtout à Cotonou, mais dans le rang de ces derniers, il y en a qui viennent des localités situées à une centaine de kilomètres de Cotonou pour exercer ce métier. S'il vous arrive de faire le tour de la ville à une certaine heure de la nuit, vous les verrez dormir sur leur engin après une journée bien remplie, une situation qui les expose à plusieurs risques. Alors, comment peut-on expliquer cette pratique? C'est une enquête de Idriss Boukari et des Rompévis. 1h du matin à Cotonou, le grand monde qui grouille dans la journée au niveau des grands carrefours de la ville a fait place au désert et au calme. Calme enveloppé par la fraîcheur qui marque la fin de la journée et annonce la levée du soleil du jour suivant.
Un peu plus loin, sur les places publiques comme l'Étoile Rouge, la place Lénine, sous l'échangeur de Godomé, de Weiho, au niveau des stations, devant les boutiques, au stade général Mathieu Kérékou et autres, on découvre des conducteurs de taxi-moto plongés dans un profond sommeil à la belle étoile, comme si ils étaient dans leur lit, isolés ou en groupe et protégés à leur manière. Tous les moyens sont bons pour trouver le sommeil. Pour certains, il n'y a pas d'autre choix. Je ne suis qu'à la recherche du pain quotidien. Ma localité est enclavée. Je n'y fais pas assez de recettes comme en ville, ce qui justifie notre présence ici en grand nombre. À pareille heure, la ville est calme et nous sommes nous aussi au repos. À l'aube, nous allons nous réveiller et ceux qui doivent poursuivre le travail continueront. Mais qui sont en réalité ces conducteurs de taxi-moto? D'où proviennent-ils? Et pourquoi sont-ils obligés de passer les nuits hors de leur chambre à Cotonou et loin de leur famille? Des réponses à ces questions nous éclairent. Achille et les autres viennent des communes environnantes de Cotonou. On cite entre autres Kana, Zakota, Agbenzo, Djidja dans le Zou, Alada, Ouida, Tofo, Kwamassé dans l'Atlantique et certaines régions du Mono. Après une intense journée de travail, impossible pour eux de regagner leur domicile respectif. Il faut alors dormir sur sa moto malgré les multiples risques auxquels on est exposé. Mais ils en ont bien conscience. Qui parle de nuit parle de risque. On rencontre des malfrats, comme on se fait aussi escroquer par des clients indélicats qui nous mettent en attente. Et c'est sans oublier les patrouilles policières. Nous nous sentons en sécurité ici, vu la proximité de ce lieu avec la banque où des forces de l'ordre sont présentes. Nous ne sommes pas des noctambules à craindre. Notre seul objectif, c'est pouvoir joindre les deux bouts. Ce qui me soulage moi en plus, c'est la baisse de l'insécurité grâce à l'état actuel des voies, l'éclairage public et la police qui veille au grain. Cette scène est par ailleurs la manifestation des conséquences de l'exode rural. Des jeunes qui fuient la précarité de leur localité pour retrouver Cotonou, la capitale économique, où tout bouge. Cette pratique a été toujours combattue par l'Union des conducteurs de taxi-moto de la ville de Cotonou. Entre-temps, on aurait appris que les bandits les ont attaqués en versant dans leur bouche ou sur leurs lèvres les super glus qu'ils ont collés. Et ils ne peuvent plus ouvrir au réveil quand on les a projetés. Pour leur arracher la moto, ils ne peuvent plus ouvrir la bouche pour dire olé. Donc ces phénomènes-là nous ont été rapportés. Nous avons dit, mais c'est grave ce que vous faites. Au même si vous n'avez pas là où dormir ici, regroupez-vous en association ou en un groupe de 10 ou de 15 et vous allez louer une chambre où vous allez vous cotiser chaque mois et payer. Là, vous pouvez dormir bien, vous levez le matin, vous lavez bien et vous allez vous mettre au travail. Le mal est là et il faut agir. Selon l'Union des conducteurs de taxi-moto de la ville de Cotonou, pour mettre fin à cette pratique, les autorités doivent prendre leurs responsabilités, à commencer par la municipalité. La solution revient à l'autorité municipale qui doit prendre les taureaux par les cornes en interdisant aux gens de dormir dans les belles étoiles. Nous allons, au niveau du syndicat et de ma confédération syndicale, continuer la sensibilisation, organiser des séminaires, des formations pour qu'ils puissent appréhender le bien fondé du système qui consiste, après le travail, il faut aller dormir chez soi. Déjà en 2017, à travers ce communiqué, l'ancien préfet du littoral avait manifesté sa détermination à arrêter ce phénomène. Selon le document signé par Modeste Oboula, le fait que ces conducteurs de taxi-moto dorment sur les places publiques laisse présager d'un climat d'insécurité et de grand banditisme en milieu urbain. La lutte n'a pas encore porté ses fruits et l'actuel préfet est appelé à marcher dans les pas de son prédécesseur Modeste Oboula.
Parlons santé à présent. Ils sont nombreux, ces hommes et femmes qui souffrent du ronflement. Il s'agit justement du bruit respiratoire qui survient pendant, bien entendu, le sommeil et qui, vous le savez très bien, indispose plus d'un. Est-ce une maladie ou un dysfonctionnement de l'organisme? Qu'est-ce qui cause justement ce bruit parfois intense chez certains sujets et comment peut-on le traiter? Reportage. Quand une personne est en train de ronfler à côté de moi, je ne peux pas dormir. C'est clair que nul ne peut supporter longtemps ce bruit intense qu'émettent certains pendant le sommeil et la majorité des citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou n'ont pas hésité à le confirmer. Si d'aucuns se réservent d'en parler aux concernés au risque de les indisposer, d'autres par contre n'arrivent pas à se retenir. Le ronflement varie d'une personne à une autre et peut même s'avérer un son perturbateur. Par exemple, ma maman, si elle travaille beaucoup dans la journée, elle gonfle, mais ce n'est pas dans ses habitudes. J'ai une sœur et j'ai encore un oncle. Lui-même, là, il fait parce que l'oncle il est gros. Moi, je ne sais pas si c'est la fatigue ou bien c'est une maladie dans le corps. Je n'arrive pas à supporter le ronflement d'un proche. Ça m'indispose. Je suis obligée de le réveiller de temps en temps. Il m'arrive de changer de place des fois. Comme l'ont si bien souligné la plupart des intervenants, cet acte involontaire serait à la base d'une fatigue accrue. Pour certains, cela pourrait être aussi lié au surpoids ou carrément à l'obésité. Le ronflement dépendrait également de la position qu'adopte le ronfleur en dormant. Bien d'idées que renchérit le spécialiste de la question. Le ronflement, en fait, c'est un bruit qu'on entend chez une personne qui est endormie et c'est dû en fait au relâchement de la musculature au niveau de la gorge. Et donc il vient fermer en fait l'ouverture dans la gorge et le forcing du passage de l'air pour aller dans les poumons entraîne ce bruit qu'on entend, qu'on appelle le ronflement. On pourra dire que le ronflement est une maladie lorsque il est accompagné des pauses respiratoires ou une hypopnée avec l'insomnie parfois. Il y a des facteurs qui favorisent tout ça. Il y a l'obésité, la prise de poids, le surpoids, la position couchée sur le dos favorise le ronflement. Il y a également la grossesse. Et spécialement chez les enfants, les ronflements apparaissent également quand il y a ce qu'on appelle les amygdales. Ce sont deux petites boules qui sont dans la gorge. Les amygdales palatines qui prennent le volume et qui empêchent le passage de l'air. Le ronflement n'est pas que l'apanage des adultes. C'est un phénomène qui s'observe aussi chez les enfants et peut avoir des conséquences sur chacun d'eux. Les conséquences du ronflement sur d'abord la personne elle-même, surtout chez les enfants, ce sont des enfants qui ont un faible rendement scolaire parce qu'ils ronflent, ils ont des apnées du sommeil, ils sont fatigués à l'école, ils n'arrivent pas à suivre. C'est des enfants qui, au bas âge, ne sont pas du tout concentrés. Et chez les adultes, ça peut favoriser également l'hypertension artérielle. L'entourage est perturbé. Vous imaginez, vous avez un conjoint qui ronfle tout le temps ou une conjointe qui ronfle tout le temps. C'est difficile de dormir à côté de cette personne. Tout comme bien d'autres maux, le ronflement peut être traité avec de simples techniques, des médicaments ou encore une intervention chirurgicale pour ce qui concerne la forme la plus grave. Alors, le traitement du ronflement, il faut aller traiter la cause. Si ce sont des boules dans la gorge chez l'enfant ou dans les cavités nasales qui empêchent l'enfant de dormir et qui causent les ronflements, donc on a parfois recours à la chirurgie. Alors, si c'est un adulte qui ronfle et on constate qu'il y a une forte relaxation des muscles et donc la personne n'arrive pas à mieux respirer, on utilise des techniques orthopédiques, notamment des orthèses. Les orthèses, ce sont des dispositifs qu'on place dans la bouche pour pouvoir libérer la gorge correctement. Il importe de préciser qu'en perturbant la respiration, le ronflement impacte négativement le cœur et peut à terme augmenter le risque d'arrêt cardiaque et d'accident vasculaire cérébral. Ne pas reconnaître que l'on ronfle en vue de se soigner est bien une manière de vivre en insécurité sanitaire.
Et puis nous allons nous intéresser à présent à la cosmétique, mais ici il s'agit uniquement d'un produit gracieusement offert par la nature. C'est de l'argile extraite du lac Aïmé pour les soins du corps et du visage. Certains en font une sorte de massage pour mieux hydrater le corps et donner une meilleure sensation de bien-être. Nous irons à la découverte de cette nouvelle tendance de soins bio dans ce reportage. Le recours est de plus en plus fait aux produits traditionnels pour des soins dans nombre de localités au Bénin. Dans ce salon de coiffure et de maquillage à Commin, département du Mono, Victoire, la patronne, fait les soins de visage à ses clientes à partir de l'argile. Un traitement relaxant à en croire Victoire et ses clientes. J'ai un nombre non négligeable de clientes auxquelles je propose le traitement qui les soulage. Je le fais 1-2 fois par semaine pour enlever les graisses du visage, les boutons un peu, pour rendre le visage propre en fait. C'est une méthode à moindre coût qu'elle applique régulièrement dans son salon de maquillage ici, ce qui lui draine beaucoup de clientes qui viennent pour sa thérapie. La plupart du temps, quand je traite une cliente avec l'argile, elle revient me donner ses appréciations et comment cela a pu l'aider. Et donc, elle en propose à d'autres qui passent pour le même traitement, au point où j'ai de nombreuses clientes qui passent et qui recherchent le même soulagement. Marie-Florence est une cliente habituée de ce salon de coiffure et de maquillage. Elle a adopté la méthode naturelle des soins de visage du fait de la sensation que cela donne et les effets, et aussi pour éviter les conséquences négatives de produits importés. Et puis pour finir ce 13h au Bénin, suite à un accident ou bien d'autres incidents, plusieurs personnes se retrouvent avec une entorse, déboîtement ou une fracture. Le traitement prend non seulement du temps, mais s'avère onéreux avec parfois une incertitude dans la guérison. Dans la commune de Zakpota, à Tingui plus précisément, un savoir-faire endogène légué par les aïeux à leur descendance existe et permet d'obtenir des résultats satisfaisants. La famille Alain Khlénon en est dépositaire. Elle traite depuis des générations différentes formes de fractures, d'entorses et autres maux du genre. C'est un reportage de Imet Hélène Amoussou. C'est un savoir-faire endogène vieux de plusieurs siècles. Il a été transmis de génération en génération et se perpétue encore aujourd'hui. Ces connaissances et pratiques de la tradition réussissent parfois là où même celles modernes et scientifiques manquent de résultats probants. Dans le village de Tingui à Zakpota, des patients souffrant d'entorses, de déboîtements et de fractures à l'épaule, la jambe, le bras, la cuisse ou toute autre partie du corps se font soigner et obtiennent satisfaction grâce à des traitements traditionnels. J'ai eu un choc et malheureusement j'ai cassé une cuisse. C'est ma raison d'être ici. Sinon j'étais même à l'hôpital. J'ai fait quelques 3 jours là-bas. Mais j'aurais appris que ici c'est plus rapide que là-bas. C'est ce qui m'a amené ici. On place dans ça va pour pied à sommer le coton il dormait quand à ça quand j'ai doit ça refile. Donc quand deux gamins il y a 120 000. Fitiel qu'on t'a sous le confie à ces fitiel sur le fiboton fibo à dormir donc les voitures et n'a ya nuit on a bon qu'à faire nos blo son dopo à ça tendez pour ça. Parfois le traitement à l'hôpital ne réussit pas et on est obligé de venir ici. Donc il vaut mieux directement se faire traiter ici. La guérison pour ces patients est assurée par des hommes et femmes d'une même famille. La quasi-totalité de la descendance Alain Khlénon possède ce don pour peu qu'ils respectent certaines règles et se rendent disponibles à apprendre auprès des géniteurs et anciens. Le début, ils ont touché avec de l'eau, avec des tisanes préparées. L'eau est chaude et ils touchent avec ça, ils touchent avec des pailles coupées, ils touchent avec ça, tout touche. Et il y a quelque chose comme, comment dirais-je,
et beurre de karité et il passe beurre de karité là et il prend le pain coupé là pour emballer jusqu'à un niveau donné et ils vont attacher ça. Après avoir attaché, et ils vont faire chose là, bander avec bande blanc là. Ils attachent ça. Quand on exerce ce savoir-faire, on ne mange pas salé le matin avant de démarrer. Très tôt, il faut chauffer les tisanes. Le traitement se fait selon le type et la forme de la fracture. Nous avons nos méthodes et nos instruments. Certains restent chez eux et nous allons leur administrer les soins. Quelle que soit la fracture, nous traitons tant que c'est encore possible. Nous avons eu à traiter des cas graves. À l'arrivée d'un parmi eux, il n'y avait plus d'espoir, mais nous avons réussi. Le traitement peut être administré à toute personne, quelle que soit son appartenance religieuse. Il est en effet fait à base de décoction, de tisanes et pommades de fabrication traditionnelle. La force spirituelle de la guérison est octroyée par l'ancêtre totémique Torio de la famille. L'histoire raconte qu'ils ont hérité du savoir-faire de leurs aïeux. Ces derniers auraient été emmenés pour servir le roi. Ce que nous faisons ici, ce n'est pas de gris-gris. C'est un héritage que nous perpétuons. Seuls les descendants de la famille Alingreno pratiquent ce savoir. Nos filles mariées peuvent le faire, mais leurs enfants non. Les tisanes sont faites à base d'ingrédients divers. Immobilisés pendant 3, 4 ou 6 mois selon la gravité du mal, les patients sont hébergés par leurs soignants. Ils sont parfois plusieurs dans une même case. Ces conditions d'hébergement posent un problème d'hygiène. À ceci s'ajoutent les difficultés financières soulevées par la majorité des patients. Parfois, l'immobilisation est nécessaire pour accélérer la guérison. Comme c'est un don, nous ne taxons pas les patients. Nous avons besoin non seulement de salles, mais aussi de cannes et de ceintures diverses. Le traitement des diverses fractures réussi à Tenji vient une fois encore mettre l'accent sur la disponibilité de solutions traditionnelles efficaces à des problèmes sérieux. Face aux difficultés qui entravent la valorisation de ce savoir-faire endogène, les praticiens en appellent à l'accompagnement de personnes de bonne volonté ou des organisations non gouvernementales. Dans le cas présent, ces guérisseurs souhaitent la construction de salles d'hospitalisation dont la gestion et l'entretien seraient définis et confiés à un comité composé des membres issus de chacune des parties. Et c'est avec ce savoir-faire endogène que nous clôturons ce Trésor au Bénin. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci également de votre fidélité. Le programme se continue et continue sur Canal 3 Bénin. Et à très bientôt.